directrice artistique de la compagnie des Myosotis. Vous êtes issu du studio de formation théâtrale de Vitry et de l'université La Sorbonne Nouvelle Paris 3. Depuis 15 ans, vous menez un travail d'écriture et de mise en scène et du jeu autour de la responsabilité à l'autre dans l'espace intime et collectif. Votre processus de travail mêle recherche documentaire, dialogue avec des universitaires et réalité quotidienne des personnes. Vous avez écrit et mis en scène Nos héros de cendre, création qui a été à Romainville et à Montreuil. Vous avez publié 3 pièces. Vous avez été assistante à la mise en scène de Cyril Gay, Christian Benedetti, Jean-Louis Jacopin. Vous êtes très attaché à la transmission. Vous animez beaucoup d'ateliers et de masterclass en conservatoire, théâtre, centres sociaux. Vous intervenez sur les temps scolaires et extrascolaires. Vous êtes diplômé de notre licence d'encadrement. Et votre dernière création, Nos intimités collectives, est un concert théâtral sur l'accompagnement des personnes âgées dans notre société. Et c'est un projet qui est né lors d'une résidence d'écriture avec des aides à domicile, soutenues par le département des Seine-Saint-Denis. Pauline, vous êtes là. Vous êtes comédienne et metteuse en scène aussi également, titulaire de la licence professionnelle d'encadrement de pratique théâtrale et d'un diplôme éducation artistique et culturelle. Vous intervenez pour la compagnie Chemin Ordinaire depuis 2019. Vous travaillez pour d'autres structures en tant que metteuse en scène. Vous transmettez avec une pédagogie ludique, collaborative, exigeante, afin que chacun puisse s'épanouir au mieux. La compagnie Chemin Ordinaire, elle a été créée en 2017 par 2 comédiens, Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati. Vos interventions en milieu scolaire, elles sont soutenues par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Vous imaginez des créations théâtrales qui tissent un prolongement pédagogique avec des jeunes spectateurs. Vous mêlez un vécu quotidien de formateur à un solide parcours d'acteur. Vous avez une méthodologie ludique, exigeante, sensible, qui place au centre l'individu pour permettre sa progression et son développement. On est d'accord. Maëlle Faucher, vous avez étudié au TNS, l'École nationale du théâtre. Non? Eh bien, Internet peut-être pas, excusez-moi. Alors, vous avez une formation de comédienne dans une école, peut-être. Internet m'a dit des bêtises, laquelle? Du coup, j'ai étudié dans les conservatoires d'arrondissement, donc c'est pas le TNS. C'est très bien. Internet m'a dit des bêtises. Vous pratiquez la danse contemporaine? En fait, je fais de la danse buto, alors je sais pas si voilà. ça peut être considéré comme de la danse contemporaine, mais c'est un peu particulier. Mais je sais pas si peut-être c'est une autre Maëlle. Bah non, écoutez, vous allez me dire, la compagnie Le Dé. Oui, ça c'est ça va, tout va bien, je suis sauvée. Aux côtés d'ailleurs, la compagnie Le Dé, c'est aux côtés de David Costé. Votre travail interroge les relations humaines, l'identité et la société à travers des récits poétiques et souvent avant-gardistes. Donc le travail de création de la compagnie se situe au croisement du théâtre, de la danse, de la performance. C'est une écriture qui est basée sur un travail de plateau. Et ça, vous allez alterner des recherches sur scène, des périodes d'écriture et de collecte documentaire. Les interventions et les ateliers, ça occupe une grande place dans votre travail. La compagnie entre en contact avec divers publics, enfants, adolescents, adultes, amateurs, professionnels. Je sais aussi que vous avez travaillé en milieu carcéral. Voilà. J'ai Stéphane Choukroun et Yana Klein de la compagnie Est-Vrai. C'est une compagnie qui creuse des dramaturgies singulières où se percutent documentaire et autofiction, en dialogue permanent avec les territoires et nos identités. Est-Vrai place la périphérie au centre et façonne une écriture du réel hybride, traversée par la parole et la langue des publics éloignés des théâtres. Donc c'est de l'expérience des plateaux que naissent les récits qui s'écrivent, c'est de l'expérience commune que naissent les récits qui s'écrivent au plateau. C'est la friction entre le collectif et l'intime qu'émerge la matière de chaque création, que ce soit des spectacles, des performances, des films, des podcasts, où vous se côtoyez professionnels, chercheurs et témoins. Les projets de la compagnie s'inscrivent au cœur d'une démarche artistique qui s'attache depuis 10 ans à faire émerger des écritures du réel, en dialogue avec les territoires et nos identités. Dans une recherche dramaturgique qui cherche à imbriquer toujours plus étroitement enquête de terrain, action culturelle et création professionnelle,
l'écriture des spectacles se nourrit de l'ensemble des matières récoltées et du récit des expériences traversées avec les participantes. Et Hélène Bernard, juste à côté de moi, qui a fait aussi la licence. Vous avez fait un mémoire de recherche sur Mohamed El Khatib. D'ailleurs, si vous voulez me préciser peut-être l'intitulé du mémoire. La démocratisation du théâtre. Et vous êtes aussi comédienne, metteuse en scène et écrivaine. Voilà. Et je vais rappeler le thème. Donc le thème de cette matinée, c'est l'atelier comme déclencheur de l'écriture textuelle ou au plateau. Et notre table ronde, ça sera l'atelier vu comme espace de recherche et de génération de matière textuelle ou scénique. Je vais laisser la parole à qui veut commencer. Vous avez 10 minutes, si vous voulez, pour vous lancer sur une question. Moi, j'avais une question, c'est je me demandais sur vos ateliers, comment vous les percevez dans vos pratiques respectives. Et est-ce que c'est d'abord un lieu de transmission, de création ou d'expérimentation? Je vais laisser la parole à qui veut bien commencer. Allez, choisis-toi. C'est toi qui choisis. Merci Hélène. Voilà, moi, je vais répondre à la question, mais de manière un peu biaisée, parce que je ne pratique pas d'atelier là en ce moment. Et je viens plutôt au nom de Mohamed El Khatib, qui d'ailleurs vous salue, et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, puisqu'il est à Bergen, au Festival international de théâtre, pour présenter sa pièce La vie secrète des dieux, qu'il avait présentée à Dijon l'année dernière. Et donc, comme on a parlé David Fargeon tout à l'heure, c'est vrai que l'atelier peut prendre différents visages. Et ce qui est intéressant dans le sujet de cette table ronde, c'est que au-delà d'ateliers classiques avec donc une durée limitée, dans un cadre très précis, avec une structure bien organisée, il y a autre chose qui pourrait s'apparenter à un atelier, mais qui n'en a pas l'appellation. C'est, si vous voulez, je vais illustrer en parlant du travail de Mohamed El Khatib, ce sera plus facile pour moi. C'est-à-dire que Mohamed El Khatib ne fait pas d'atelier, en réalité, comme on l'entend d'habitude. Et il avait une obsession, comme beaucoup d'auteurs et metteurs en scène, c'est comment faire venir au théâtre des gens qui en sont éloignés, de la culture et du théâtre en général, et qui plus est, n'ont pas forcément envie d'y mettre les pieds, et encore moins d'en pratiquer. C'est-à-dire que même si on mettait une salle de théâtre à côté de chez eux, qui peuvent venir jour et nuit, que c'est gratuit, que les thématiques sont proches de celles qu'ils connaissent, ils ne vont quand même pas passer la porte du théâtre. Donc c'est une obsession qu'il a toujours, et il s'est dit, bon, ils ne viennent pas, donc c'est moi qui vais aller les chercher. Et en fait, sa démarche dans plusieurs de ses spectacles, pas dans tous, mais dans beaucoup, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui l'intéressent dans leur environnement familier, de manière à pouvoir avoir un échange des plus authentiques possibles. Peut-être que cet échange et cette authenticité, il parle beaucoup de ça. Après, c'est sujet à débat, hein, on en parle, hein, mais cette authenticité, il l'aurait peut-être pas sur un plateau dédié au théâtre, parce que les gens peut-être se heurteraient à leur timidité, à leur comment dire, l'impossibilité de s'exprimer parce que le théâtre n'est pas un endroit pour eux. Voilà. Donc, pour donner un exemple, il y en a plein, mais la vie secrète des vieux, donc c'est avec des résidents, des EHPAD, donc
il a visité beaucoup d'EHPAD en France, il a rencontré plein de gens. Et en fait, si vous voulez, les matériaux qui sont nécessaires à la construction d'une écriture et d'une dramaturgie, il les a trouvés à partir de ces moments qui sont finalement pour lui comme un atelier hors les murs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme si tout avait été dit en off. Et après, quand on se retrouve sur le plateau avec ces gens-là, le travail est déjà presque fait. C'est-à-dire qu'il demande à ces acteurs qui n'en sont pas de ne pas jouer, de ne pas être autre chose qu'eux-mêmes. Bien sûr, lui, il rajoute sa touche, il y a des... tout n'est pas vrai hein, dans ce qu'il écrit, mais il a beaucoup de... Il tient beaucoup à ce que les paroles, les gestes, la corporalité correspondent à ce qu'ils sont vraiment, et qu'il n'y ait finalement presque pas de théâtre dans tout ça. Juste une présentation de personnes telles qu'ils sont. Et ça, ils pensent que ça ne serait pas possible s'ils n'avaient pas été au cœur de leur environnement. Ça a été pareil avec les supporters de foot, hein. Il est allé dans les stades de foot, dans les bars avec eux, chez eux même, et tout ça en fait. Et à partir du moment où il y a assez de matériaux, donc ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 ans. Quand il estime qu'il a les matériaux nécessaires à l'écriture de sa pièce, à ce moment-là, on se retrouve sur un plateau et ce que j'ai envie de dire, c'est que la deuxième partie de l'atelier, finalement, qui ne porte jamais ce nom, c'est à partir du moment où les gens sont en représentation. Et Mohamed El Khatib ne parle pas de représentation vraiment, mais de présentation, dans le sens où ces gens qui ne sont pas professionnels, qui sont maladroits, qui peuvent oublier leur texte, se tromper d'emplacement, etc. C'est pas un souci pour lui. Tout ce qui est accidentogène, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et donc, il y a un exemple d'accident assez étonnant. C'était à sa première de Guardian Party, donc un spectacle sur les gardiens de musée. Il a traversé le monde entier pour aller à la rencontre des gardiens de musée. On a fait un spectacle. Et cette première avait lieu dans un théâtre du sud de la France. Et un des acteurs est intervenu à un moment où il ne devait pas intervenir. Et il y a eu 20 minutes de la pièce, qui était déjà courte, qui ont été zappées d'un seul coup. Et à ce moment-là, Mohamed El Khatib s'est permis d'arrêter le spectacle pendant quelques minutes, de remettre les choses dans l'ordre, d'aller voir ses acteurs pour les rassurer. Et puis les choses ont continué comme ça. Et donc, si vous voulez, il y a comme un atelier encadré. Les représentations sont comme des ateliers encadrés, où rien n'est une faute, tout est vivant, tout bouge tous les jours. Il y a des accidents qui sont gardés pour les représentations suivantes, d'autres pas. Et donc, ma question par rapport à tout ça, bon, ça sort évidemment hein, du cadre de l'atelier comme on l'entend d'habitude, hein, ça explose un peu les codes de l'atelier, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une pratique théâtrale là-dedans, en fait? Moi, j'ai pas forcément la réponse, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir discuter là-dessus, parce que finalement, l'issue, c'est un spectacle avec des spectateurs, et puis c'est un metteur en scène qui a quand même beaucoup de succès, qu'on voit un peu partout. Mais finalement, il y a très peu de pratiques théâtrales pour les personnes qui sont sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup. On va passer le micro à qui veut bien. Merci Maëlle. Alors, du coup, pour répondre, en fait, je vais expliquer un peu comment j'en
j'en suis venue à faire autant d'ateliers finalement, parce que c'était pas forcément un projet de départ. En fait, au début, avec ma compagnie, on était dans une écriture de plateau et on avait, du coup, on avait envie, quand on abordait un sujet, de faire un travail spécifique avec des gens qui étaient concernés par le sujet. Donc, par exemple, on avait fait un spectacle autour de la maladie, du handicap, donc on a travaillé avec des personnes malades, handicapées. Enfin, voilà, c'est vraiment pour dire le truc un peu comme ça, très simple qu'on avait dans la tête, de se dire on va se nourrir en fait du vécu des personnes au-delà de ce qui nous intéressait dans le sujet au départ pour accompagner la création. Voilà. Et en fait, un peu par hasard, quand on était en résidence à Mandok, on a fait des ateliers en prison, parce qu'on nous a proposé, on nous a demandé est-ce que ça vous intéresse. Franchement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le sujet sur lequel on était en train de travailler, mais on s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et en fait, il se trouve que le fait d'intervenir en détention, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais je dirais au deuxième atelier qu'on a fait, on s'est dit vraiment, là, ce qui se passe, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est-à-dire, quand on fait des ateliers avec des personnes, on ne sent pas comme ça, de manière aussi puissante, cette nécessité de la parole. Et quand nous, on est en train de faire nos créations et qu'on est en train d'improviser, qu'on est en train de construire une dramaturgie autour d'un sujet, on regrette un peu de sentir que même si c'est un peu... voilà, c'est dit vite fait, un peu grosso modo, mais qu'on vient un petit peu des mêmes, pas forcément des mêmes milieux sociaux, mais qu'il y a eu un peu comme une évolution un peu similaire. Voilà, on se retrouve un peu dans un entre-soi, pour le dire vite. Et donc cet entre-soi, c'est pas du tout ce pourquoi on a fait du théâtre en fait. On a fait du théâtre pour rencontrer le monde, pour rencontrer des gens, pour aller justement vers ce qu'on ne connaît pas. Et là, dans cet atelier théâtre en prison, il y a cette forme d'évidence de moi, je me remets en question par rapport à mes représentations, aux images que j'avais. Même je travaille sur des choses, ça a pris... du coup, ça fait 15 ans que je fais des ateliers en prison et j'ai l'impression de continuer à travailler, en fait, pas sur mes représentations, peut-être pas, mais en tout cas sur des émotionnels qui sont enfouis, sur des images qu'on a et tout ça. Et donc, il y a quelque chose qui travaille de mon côté et il y a quelque chose qui travaille aussi du leur, parce que moi, je sentais que ça avait une importance particulière de faire du théâtre en prison. C'était pas... En fait, c'était aussi une importance qui était insoupçonnée, c'est-à-dire qu'on sort d'abord, les participants, il y en a certains qui ont pu faire du théâtre, mais c'est quand même relativement rare, hein, pour la plupart, c'est la première fois. Et ils sortent en disant, pourquoi pas essayer un truc, en fait, vu que j'ai rien à faire, que je suis enfermée. Il y a quand même il y a cette tentation comme ça de l'expérience. Pourquoi pas aller vers quelque chose que j'aurais jamais fait dans une autre occasion. Et ça, c'est fabuleux, c'est vraiment quelque chose de magique, en fait, de pouvoir, de pouvoir les rencontrer à cet endroit-là, d'essayer, de faire des tentatives. Et du coup, tout ça pour dire que, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose qui était peut-être plus important. C'est horrible ce que je veux dire. C'est peut-être plus important que ce qu'on faisait dans nos créations professionnelles, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, peut-être il faut inviter, dans ce cas-là, ça s'est fait progressivement, mais cette idée d'inviter des personnes qu'on a rencontrées dans un atelier théâtre en prison à venir faire des créations professionnelles avec nous, pour justement qu'il y ait une circulation, en fait, entre ces créations professionnelles et ce travail qui se faisait à côté en détention. Et du coup, on a fait 2 spectacles qui invitaient des personnes détenues à... la première fois, c'était pas quelqu'un qui était incarcéré, c'est quelqu'un qui était sorti depuis quelques temps, quelques mois, au début, quand on a commencé à travailler avec lui. La deuxième fois, c'était quelqu'un qui était encore incarcéré. Donc ça, on s'en fiche un petit peu, mais c'est... Parce que je dis personnes détenues, alors qu'en fait, ils sont plus... la première fois, il était plus, quoi. C'est juste qu'il avait cette expérience carcérale. Voilà, donc en fait, il y a cette dimension de, finalement, d'être perméable à ce qui peut se passer dans un atelier théâtre comme celui-là et se dire que ça peut permettre peut-être de considérer le théâtre autrement, en fait, de revoir sa pratique et sa manière de travailler. Et dans ce premier spectacle, donc on a invité un jeune homme qui avait une expérience carcérale à faire ce spectacle avec nous. On avait vraiment plein d'idées. On va travailler sur ce sujet, tout ça.
sur la révolte, sur la rage, machin. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait préparé, je dis pas que ça sert à rien, parce que bien sûr qu'il faut travailler, préparer, nourrir le moment où on est vraiment sur le plateau. Enfin, c'est un moment qui est intense et on n'en a pas beaucoup, donc il faut en profiter et travailler, je dis pas ça, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'on était un peu à côté de la plaque, en fait. Que ce qui était important, c'était pas ça, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, de réunir des gens qui n'avaient pas du tout le même parcours, qui n'avaient pas du tout... du coup, c'était une rencontre. Enfin, au début, c'était pas forcément une rencontre, mais en vrai, c'est une rencontre entre Damien, un comédien professionnel, et David, qui a une expérience carcérale. Et en fait, c'est le fait de faire se rencontrer des personnes qui n'ont rien en commun a priori, qui constitue une véritable expérience. Et pour nous aussi, en tant que metteur en scène, mais du coup, il y avait aussi une musicienne et je dansais dedans. Enfin, tous, en fait, on partage une expérience exceptionnelle parce que le théâtre, c'est aussi du temps qu'on se donne, où on est ensemble et on produit quelque chose. Et c'est un temps humain qui est très particulier parce qu'on travaille du coup vraiment avec ce qui constitue, en fait, chacun au moment où on est en train de le faire. Hein, c'est pas sur l'être pour toujours, mais et du coup, bah, ce moment-là, en tout cas, il nous change, il nous fait réfléchir, il nous fait voir le monde différemment, et donc progressivement, parce que c'est un peu ça qui a été fondateur de cette première pièce, progressivement, finalement, dans le travail de la compagnie, bah, c'est une prise de conscience du fait que peut-être, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la rencontre, c'est le fait qu'on puisse se rencontrer, bon, avec les spectateurs, bien sûr, mais avec le public, c'est comment est-ce qu'on peut partager une rencontre avec le public si nous, on n'en partage pas une au plateau, au fond. C'est un peu ça qui est devenu un peu le centre voilà, du souhait, en fait, de travail, de direction qu'on se donne pour des projets. Et donc, on a fait 2 projets avec des personnes voilà, qui avaient une expérience carcérale. Et puis, mon dernier spectacle, ça n'avait rien à voir, donc du coup, avec ce sujet-là. C'est une sage-femme qui a fait des accouchements à domicile pendant la moitié de sa carrière, avant d'être travaillée à l'hôpital. Tout ça pour dire qu'en fait, finalement, c'est ce déplacement de se dire que depuis un atelier théâtre, après la prison, la détention, c'est un milieu quand même assez particulier, c'est un temps qui est très resserré et tout ça, mais c'est depuis en tout cas un atelier théâtre que finalement il y a une prise de conscience d'une direction en fait, de mise en scène, d'une direction d'autrice, de se dire comment est-ce qu'on a envie de faire du théâtre. Merci. Rebondir sur ce qui vient de se dire, parce qu'en vous écoutant, je me dis qu'il y a quelque chose dans cette thématique qui est très post-68, au sens où finalement j'ai l'impression que la question qu'on se pose au fond, c'est d'où on parle. D'où on parle et quelle légitimité on a finalement dans la parole créatrice, quand elle, et comment on la relie à une légitimité totale, puisqu'elle vient du réel en fait. Tout à l'heure tu posais la question, est-ce que vraiment il y a atelier pratique théâtrale ou pas pratique théâtrale, et en t'entendant aussi comment finalement la rencontre avec le réel, comment on écoute, comment on reçoit, comment on vient piocher, on vient se nourrir, tu disais, et c'est assez juste, et comment avec ça en fait on fait création, finalement comment on inclut notre réel dans la création, comment on décloisonne notre boîte noire en fait. Et j'ai l'impression que cette question de d'où on parle, elle est assez concomitante à un mouvement littéraire qui accourt, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'ère du récit, de plus en plus dans l'ère du témoignage, l'autofiction, qu'on n'appelle plus tellement autofiction, mais pourtant on est quand même, quand on voit les grands succès littéraires en ce moment, on est quand même beaucoup autour de ça, et je crois que notre milieu théâtral n'est pas en marge finalement de ce mouvement, de la question du témoignage, du récit et de l'autofiction en fait, qu'on se pose.
Et peut-être que l'atelier est peut-être l'endroit le plus évident pour créer cette rencontre avec le réel, en tout cas avec les personnes du réel, puisque c'est un endroit privilégié, je trouve, de cet endroit de rencontre. Évidemment, on pourrait juste aller prendre un café dans un bar, peut-être, mais ça ne donnerait pas le même espace de sécurité pour se confier, ou en tout cas pour se confier, pas forcément pour se raconter des choses intimes, mais pour se confier dans le fait d'être. Enfin, c'est un peu, ça me donne un petit peu cet endroit de réflexion en vous écoutant, et ça me questionne aussi finalement sur ma pratique, puisque moi je pense que c'est un truc que je creuse depuis longtemps, parce que je viens plutôt d'une pratique du théâtre documentaire. C'était vraiment, quand j'ai commencé la mise en scène, ce qui m'intéressait, et puis du théâtre documentaire, finalement, mais je dis ça, c'est en vous écoutant, hein, je me suis rendu compte de ça. Finalement, je suis passée vers l'autofiction avec Violette Leduc, et puis tout d'un coup, j'ai commencé à écrire au plateau, mais pas dans une écriture au plateau où l'improvisation devenait de l'écriture, mais vraiment où moi j'écrivais en fonction de ce que j'observais. Donc l'écriture finalement qui naissait des improvisations et des rencontres en atelier était vraiment une écriture qui était sur ce qui se passait en atelier, mais qui n'était pas ce qui se passait, qui crée cet endroit de distance aussi. Et c'est vrai que, je sais pas, je me suis un peu perdue là dans ce que je voulais dire, pardon. Mais c'est vrai que voilà, cet endroit du réel et de la façon dont finalement on creuse les conditions de la rencontre pour écrire, pour créer en commun avec les publics dont on parle, avec les sujets dont on parle. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme ça, en tout cas, un mouvement, un cheminement depuis cette question de l'Odéon, d'où on parle. Alors, moi, j'interviens de manière totalement différente dans les ateliers que je propose, qui sont des ateliers essentiellement en milieu scolaire, que ce soit en lycée, en collège ou en primaire. Et pour moi, l'important dans la transmission, c'est justement d'éviter le réel. C'est de faire comprendre aux participants qu'ils doivent être une autre personne. Donc, tout l'intérêt pour moi de travailler avec un public comme ça et de leur faire entendre et voir le théâtre, c'est de les déplacer de leur place d'élèves à celle d'individus capables de se transformer, de devenir d'autres personnes. Enfin, c'est la base du jeu théâtral, de la pratique théâtrale. Ce qui ne veut pas dire que les supports pour les aider à faire parvenir à cette transformation ne reposent pas sur des éléments réels, puisque effectivement ce ne sont pas des professionnels, ça ne repose que sur leur propre motivation, et qu'a priori on n'est pas, en tant qu'intervenant, des professeurs de théâtre qui vont les stimuler pour devenir comédiens. Donc notre place, enfin ce que j'estime être ma place dans le travail que je fais en intervention, est d'abord une manière d'observation, d'essayer de voir quels sont peut-être les obstacles dans ces personnes jeunes et malgré tout motivées, mais peut-être une fois sur deux dans l'atelier, mais en tout cas d'essayer de percevoir leur réalité en tant qu'ados, déjà pour les protéger des brusqueries que je pourrais éventuellement faire avec eux, et essayer de les amener
de manière la plus, on va dire, tendre à une compréhension des enjeux, des situations, des personnages, et ça, indépendamment du projet. Encore une fois, le projet, il est vraiment au cœur de l'atelier. On peut avoir un projet d'un auteur classique et utiliser une écriture de plateau pour essayer de faire comprendre les enjeux des personnages et des situations, et puis aussi pour identifier la meilleure distribution possible, c'est important. Et il est important aussi dans le cadre scolaire, justement, de ne pas trop faire cas du réel de ses élèves. Parce que dans un cadre scolaire, il y a des frontières à ne pas franchir au niveau de l'affect, au niveau de la vie privée. Donc forcément, on est obligé, enfin, je dis on, mais bon, je pense de transposer en fait tout ce qu'on projette sur un adolescent ou sur un enfant sur le personnage. Donc il y a forcément dans le personnage des caractères à identifier, une psychologie entre guillemets, et c'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir donner en matière à développer les capacités de jeu, et avec les partenaires, avec soi, ce qui veut dire que le travail d'écriture de plateau, même s'il s'agit d'un texte classique, d'un texte déjà écrit, va permettre aussi d'extraire des morceaux de réalité qui sont éventuellement le caractère des personnages, les situations, et qui vont être des supports d'écriture de plateau, éventuellement d'improvisation en gardant à l'idée le projet pour aborder le texte en lui-même de manière détournée et qui permet, dans une forme d'apprentissage invisible, de faire amener l'élève, l'enfant, l'adolescent à s'approprier en fait le texte et le parcours de son personnage dans la pièce par un chemin détourné dont il sera le maître et qui lui permettra de se libérer en toute confiance. Ça veut dire que pour l'intervenant, en tout cas en atelier, avec ce genre de participants, c'est un gros boulot en amont de décryptage d'un texte choisi, que ce soit un classique ou un moderne, pour identifier les moments où on peut suggérer des thèmes d'improvisation, évidemment qui correspondent aux étapes de la pièce, identifier bien chaque personnage pour essayer de suggérer des caractères, plein de petites choses qui sont des supports très simples de jeu, d'improvisation et qui permettent de créer des situations, de faire jouer des situations d'improvisation qui vont nous rapprocher du projet. Et ça, c'est vraiment un très très gros boulot dans le travail d'intervenant en amont, parce que il faut lire beaucoup, il faut identifier, suivant le nombre de personnes que l'on a, assez rapidement les profils qui pourront correspondre à certains personnages. Enfin, c'est un travail passionnant, hein, mais c'est vrai que l'écriture de plateau et l'écriture textuelle est très chronophage. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse préparation à faire, et ça veut dire qu'il faut être très précis dans les processus qu'on a à mettre en place pour arriver, nous, ensuite, à extraire de ce que nous avons vu, des exercices qu'on fait pratiquer pour avoir une écriture de plateau ou textuelle. Il faut être rapide et vraiment savoir synthétiser tout ça pour que le réinvestir dans le projet qu'on aura
voilà, établi. Alors il se trouve qu'il y a des projets qui sont des projets de commande, où là, il n'y a pas de texte, où on nous demande, suivant un thème, d'établir un spectacle avec un thème. Donc là, c'est aussi une problématique qui nous permet d'aborder l'écriture de plateau, l'écriture textuelle. Mais voilà, en fait, il y a beaucoup de paramètres très contraignants dans le fait de pratiquer des ateliers qui déterminent aussi beaucoup la façon dont on travaille. Le temps, le nombre d'élèves, la liberté de choix du thème, ou alors est-ce que c'est une commande particulière sur un thème précis? Est-ce que nous avons la liberté de travailler sur un classique, un contemporain? Et ça, c'est des paramètres qui, bon, ils sont contraignants, mais d'un autre côté, nous invitent à travailler vite, de manière efficace, et ce qui est paradoxal dans une écriture de plateau et textuelle, parce que en général, on aime avoir le temps, et on aime laisser le temps à ce que les choses se fassent pour ce genre de création. Et là, des fois, on est un peu coincé. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais réagir tout de suite à ce que tu viens de dire. Juste pour dire, voilà, on travaille en binôme depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on parle à deux, c'est pour ça que j'essaye d'être rapide, ce que je ne serai pas. Mais surtout, c'est pour ça qu'on ne s'est pas du tout consulté, que je vais laisser Stéphane commencer, parce que c'est lui qui a créé la compagnie. Et que je pense que c'est important de voir qu'il y a une évolution, en fait, du rapport aux participants, du rapport aux ateliers, du rapport à l'autre, et de notre rapport à tous les J'étais tranquille, là je me disais c'est bon, elle va dérouler le travail de la compagnie. En fait, je sais pas, je commencerai par peut-être dire qu'il n'y a pas d'atelier de théâtre. Il n'y a pas, enfin nous, en tout cas pour moi, et après avec notre compagnie, Ayana et moi, on ne fait pas d'atelier de théâtre dans la mesure où il me semble qu'on est à chaque fois dans une quête de rencontre. Dans la nécessité absolue de, comme tu disais tout à l'heure, de rencontrer d'autres publics, de faire en sorte de rencontrer des gens, quoi, simplement. Des gens qui ne font pas du tout le même travail que nous, qui ne sont pas du tout dans les mêmes types de préoccupations, d'inquiétudes, et qui ont un boulot, qui ont envie de faire du théâtre, ou pas du tout. En fait, pour reprendre effectivement l'origine de la compagnie et le début, c'est là où on s'est rencontrés avec David d'ailleurs, ça a été quelque chose qui, voilà, moi j'avais fait pendant 10-15 ans des ateliers entre guillemets classiques, voilà, où on essaie de transmettre, on essaie de faire des exercices, on écrit avec les gens, on amène un texte, on écrit un texte avec les gens, enfin plein de possibilités différentes. À un moment vraiment j'étais fatigué de ça, et au Théâtre Studio d'Alfortville, d'un commun accord, on a ouvert la possibilité à des gens de venir, mais il n'y avait aucune référence au théâtre dans l'annonce qu'on avait faite. À savoir, je voulais simplement raconter un espace, donc à savoir une ville, un quartier, et le rapport que les gens allaient entretenir avec le théâtre dans lequel on allait se réunir, à la différence justement de Mohamed. En fait, moi, ça m'intéressait qu'ils viennent dans le théâtre, un endroit effectivement ils ne vont jamais, mais à cet endroit-là, on allait se rencontrer, et c'était ça qui était important, se rencontrer dans un endroit où ils ne vont pas, pour parler de l'endroit où ils vivent, simplement ça. Et on ne savait même pas, et vraiment, c'était vrai, on ne savait pas si on allait faire quelque chose ou pas à la fin. Et ça a été effectivement le socle sur lequel après on continue à travailler, à savoir qu'au final, on a simplement raconté un processus et une rencontre. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais, il me semble, fait d'atelier théâtre. On a toujours essayé de mettre en œuvre, effectivement, comme tu le rappelais, avec des relations publiques, avec des directrices de théâtre, avec toutes les personnes avec qui on travaille dans la compagnie, de se dire, ok, on met en place un dispositif, un processus, pour faire en sorte
qu'il y ait une rencontre possible. Et au final, de toute façon, ce qui va se produire à la fin, ce qu'on va montrer, donner à voir aux gens, ce sera simplement ce processus et cette rencontre et ce cheminement pas à pas. On va raconter ça. Et dans nos spectacles, entre guillemets, vraiment des très gros guillemets, qui sont maintenant professionnels, on continue à raconter que ça en fait. On a fait un spectacle, Yana et moi, qui s'appelle Notre Histoire, où on raconte notre histoire. Et on raconte aussi l'écriture du spectacle, Notre Histoire. Donc, en fait, c'est... Donc c'est simplement ça. Après c'est la question effectivement du lieu, du processus, enfin ouais. Et j'ai envie de dire, pour rebondir aussi avec ce que disait David en préambule, on est mal barré globalement. Moi ça m'intéresse d'ailleurs. Pourquoi il y a des gens qui font un master d'atelier théâtre, c'est ça? C'est une licence professionnelle. D'accord, ok. Donc après, vous allez vouloir faire des ateliers théâtre? C'est ça. D'accord. Ok. Je suis désolé. Pour tout le monde, c'est mal barré. C'est mal barré, il y a de moins en moins d'argent, les artistes n'ont plus d'argent, ils vivent comme ça, ils survivent comme ça. C'est pas vrai. Ce sont des fausses nouvelles. Vous n'y croyez pas. C'est mal barré dans ce système-là. J'arrête. Non, mais je fais des blagues, excuse-moi. Vas-y. Ouais, je sais. Je connais, ils sont déjà inscrits. Mais en même temps, très concrètement, les artistes aujourd'hui, je comprends pas le concept en fait. Il y a des gens qui vont se former pour faire des ateliers de théâtre. C'est ça? À peu près, oui. C'est compliqué pour moi. Je suis désolé, c'est compliqué pour moi dans la mesure où, pour moi justement, il n'y a pas d'atelier de théâtre. Il y a des gens qui sont dans une démarche artistique, qui sont des artistes et qui partagent avec d'autres gens leur création en fait, leur démarche artistique. D'accord. Je pose juste cette question. C'est une grande question. Voilà. Dans le cadre du processus de la rencontre. Comment? Dans le cadre du processus de la rencontre. Je suis assez d'accord à ce qu'on pose cette question. Moi. Non, mais questionner aussi. Ouais, voilà. C'est des histoires de positionnement qui est. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on. Et qui on forme pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces questions d'atelier, de création sont liées, complètement liées. C'est complexe de former des gens à faire des ateliers théâtre, parce qu'en plus, voilà, il y a de moins en moins de budget pour ça. Je suis désolé, hein, je ne peux pas vous flinguer votre boulot, quoi. Mais enfin, la question se pose, non, je sais pas. Mais la question se pose, mais après, là, tu parles quand même de ton endroit, enfin, en fait, et conscience que tu parles d'un endroit qui est quand même assez précis, qui est celui d'un metteur en scène, etc. Et que la question de l'atelier théâtre, elle recoupe d'autres réalités. Évitons de faire exploser Bon. au moins que Yana prenne la parole. Voilà. Et puis ensuite, on se lance. Après, il y a des questions. C'est un débat. Alors c'est ça qui est toujours passionnant dans le binôme, c'est qu'on peut aussi mutuellement se savonner la planche pour essayer d'enchaîner. Sympa. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de relever, c'est qu'on est en permanence exposé à ça, à la question de la légitimité, en fait. Et que c'est une des premières choses maintenant qu'on nous renvoie dans des ateliers, donc pour faire écho au temps, où on nous donne de moins en moins de temps aussi pour produire des formes, des podcasts, des vidéos, des performances qui se basent effectivement sur la rencontre et sur l'expérience. Et quand l'expérience partagée est de plus en plus courte, eh bien, il n'y a plus d'expérience. Et il fut un temps, là, d'un coup, je me suis dit, bon, bah voilà, si on creuse un peu d'où on vient, j'ai commencé le théâtre en Allemagne. Une des premières compagnies que j'avais pu voir, je me souviens même plus du nom de la compagnie, parce que c'était il y a longtemps. C'était un théâtre à Mülheim. Et j'avais vu un travail sur la jungle des villes de Brecht.
Et c'était un travail qui était mené, entre autres, en lien avec des actions culturelles et des ateliers. Avec voilà, donc, notamment toute une communauté turque de la ville. C'était énormément de temps, c'était un lieu aussi, et c'était beaucoup d'argent. Donc la question, c'est à quel endroit on place aujourd'hui l'importance de ce genre d'atelier. On ne cesse de nous répéter maintenant, on veut nous faire aller dans les campings, qu'il faut aller vers les publics empêchés. Alors, empêcher de quoi? C'est intéressant, j'avais bossé avec un chorégraphe là-dessus. Empêcher de quoi? De bouger, de se déplacer, de s'exprimer sur un plateau, d'être qui on est sur un plateau. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que nous aussi, on est empêchés de plus en plus d'aller dans cette rencontre et qu'on s'empêche mutuellement aussi de créer cette rencontre dans le temps. Donc, contrairement à ce que Stéphane vient de dire, je pense qu'il faudrait au contraire former, pas des armées, mais une multitude de personnes qui font des ateliers avec beaucoup d'argent et beaucoup de fonds différents pour avoir des approches d'ateliers et pour pouvoir faire des colloques pour se dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche en fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche plus, pardon, qu'est-ce qui fait aussi, on a essayé de le raconter dans un spectacle récemment, qu'est-ce qui fait que parfois on a envie de s'arrêter, parce qu'on nous renvoie aussi du fond des classes, du fond des salles de profs, des questions de légitimité, de dire ouais mais alors non, on n'a pas envie de faire du théâtre, monsieur, on ne vous a rien demandé en fait. Je dis souvent monsieur, parce que souvent on ne parle pas aussi. Donc ça pose la question du binôme, de la place de la femme dans un binôme, dans des quartiers populaires. Et tout ça, on essaie de le mettre au plateau et de le faire vivre. Avant, on avait 10 ateliers, maintenant on en a 5. Bientôt, on en aura peut-être 2. Et donc après, ça va être un passage éclair. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Je crois que c'est pour ça qu'on est là. Et nous, on crée avec ça, à partir des rencontres, on essaye d'inventer des écritures du réel, et j'ai l'impression que c'est réellement ce que j'ai entendu là, dans toute sa complexité et sa multiplicité. Mais comment on va faire dans 12 ans, 5 ans, 10 ans? Et où est-ce qu'on a envie d'emmener ça, et à qui on va le dire, et comme disait David très justement, où on va le dire qu'il faut continuer ça, parce que sinon il y a un endroit où ça implose. Et je finis là-dessus, parce que là je crois que je dépasse le temps. Mais quand je suis arrivée en France, on m'a parachuté dans un quartier, je ne parlais pas très bien français. On m'a dit ouais, tu vas faire un atelier, ça va être super. Je suis arrivée à Bobigny, seule. Je connaissais réellement personne, j'étais au milieu de la cité, j'ai dit bonjour, je vais faire un atelier de théâtre. Et là, l'éducateur m'a dit, mais là, tu vois, moi ça me saoule. Et donc il m'a dit, bon voilà, là maintenant c'est Sarkozy. Et donc il nous remplace par des gens qui vont faire des ateliers, mais qui ne connaissent rien en fait à la cité. Et donc, c'est pas contre toi, t'as quoi, t'as 20 ans, bon, je vais t'expliquer comment ça se passe en fait. Il faut une année en fait, pour rencontrer les gens, pour les comprendre, pour savoir comment ça fonctionne. Et après, on fait coucou, tu veux faire du théâtre, et on amène les gens à faire du théâtre. Donc, maintenant, vas-y, fais du théâtre. Et donc, ouais. Juste pour relancer, après on arrête. On peut débattre. Non, c'est plus, c'était de la provocation bien sûr, mais c'est plus pour poser la question aussi de, ça va être quoi, comment on va réinventer ce truc, parce que effectivement nous on s'est retrouvés beaucoup ces dernières années là dans des quartiers, dans des maisons d'associations, dans des beaucoup de spectacles ici avec des gens porteurs de handicap. On se retrouve dans des situations, en prison, quelle place on va occuper, et vous, comment vous allez former des gens qui vont se retrouver dans qui soient à la fois des artistes, parce que c'est indispensable,
qui soient artistes. C'est pas juste du savoir-faire de allez, on tape dans les mains, machin, on s'en fout, quoi. C'est pas ça la question. Les gens qui viennent dans ce genre d'endroit, ils ont besoin de rencontrer véritablement une démarche artistique, quoi, autre chose. Mais bien plus que des artistes aujourd'hui, parce que on nous demande d'être bien plus que des artistes aujourd'hui, c'est quelle place on va occuper politiquement au niveau, au niveau, j'ai envie de dire presque, c'est un grand mot, quoi, au niveau de l'éducation. Enfin, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on questionne à cet endroit-là. D'où la démarche, effectivement, d'un Mohamed El Khatib qui, lui, déplace ses curseurs, comme on essaye chacun de le faire à notre façon. Ouais, alors, j'ai l'impression que c'est des questions qui sont vieilles comme le monde, en fait. Et que c'est pas d'aujourd'hui qu'on travaille d'une manière précaire, en oscillant entre des questionnements intimes, politiques, sur nos projets personnels, et qu'en fait, là où on se trouve aujourd'hui, il s'agit plus de témoigner de la manière dont on transmet que de la manière dont on crée. Et l'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement, c'est compliqué, mais ça l'a toujours été. Je ne suis pas certaine qu'il y a 10 ans, quand j'ai fait la licence pro, je me sentais tout à fait prête à bosser comme une malade et gagner plein de fric et être hyper créative à la sortie de ma licence pro. Non, les questionnements de précarité, de d'où on part, d'où on va, qui on est, ça, non seulement c'est propre à l'artiste, enfin j'espère, mais c'est un questionnement qui s'évanouit dès qu'on passe la porte avec 15 adolescents ou 15 personnes qu'on rencontre pour faire un atelier. C'est-à-dire, on travaille aussi dans une urgence et qui aussi agite beaucoup tout notre réservoir créatif. C'est-à-dire que cette urgence-là, ça date pas d'hier qu'elle est nécessaire aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a aussi une vocation de transgression, et que non seulement, oui, de dénoncer, bon, c'est récurrent, de dénoncer la situation des artistes et de la transmission culturelle, etc., de l'éducation, mais c'est aussi notre position dans la société. Enfin, on ne devient pas artiste parce que, voilà, souvent on décide, mais ça vient aussi de quelque chose qui émane d'une position, on va dire, à côté de quelque chose. Et on sait bien à quoi on a à faire face, déjà, nous, dans notre processus de formation, et aussi dans la société dans laquelle on vit, de savoir où se place la transmission, voilà, actuellement, et de prendre les dispositions pour que, coûte que coûte, on tienne bon, et que ce qui importe, c'est voilà, c'est plus théâtre. Si la société pouvait vraiment y faire quelque chose, il serait déjà moribond, ce qu'il n'est pas. Oui, je vous laisse réagir, Catherine, et puis après on va voir si le public a des remarques, des questions. Moi j'ai l'impression que là on parle de deux sujets, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est personnel, mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a deux sujets totalement différents. Il y a la question de la transmission, qui est une chose, et il y a la question de la création avec, en rencontre avec des amateurs, un public, une réalité, une écriture de rêve. Et pour moi, je pratique les deux, et je n'ai pas du tout l'impression de faire la même chose quand je crée à partir du réel, dans des espaces, avec des espaces de rencontre qu'on peut nommer ateliers, on nomme toujours ateliers, mais qui n'ont pas du tout le même contenu que quand je fais des projets de transmission. Où là, du coup, je n'ai pas du tout la même place, je n'ai pas du tout le même regard, le dispositif n'est pas le même. D'un côté, dans les espaces de rencontre, dans les créations autour du réel, c'est vraiment, je me sens plus en lien avec ce que pouvait dire Stéphane, c'est-à-dire mettre en place un dispositif qui mène à quelque chose. Et
effectivement la question même de l'atelier auprès de la pratique. Hein, c'est une question qui sont posées, moi aussi je me la pose. Est-ce que vraiment on appelle ça atelier? Est-ce que vraiment il y a de la pratique au même sens, je veux dire, que ce qu'on peut voir dans les projets de transmission? Où là vraiment c'est très différent. Oui, il y a de la pratique, bien sûr, mais c'est pas du tout effectivement la même. Dans des projets de transmission qui ne sont pas en lien avec une création de la compagnie, une création autour du réel, vraiment un processus créatif, qui ne sont pas du tout à la même place. Je me sens là pour transmettre ma façon de pratiquer, éventuellement mon regard, éventuellement des choses que je sais mais qui ne sont pas dans ma pratique quotidienne. Je vais monter un texte, parfois, comme tu le disais, il y a une commande, il y a un truc, ok, j'interviens. C'est plus des espaces où j'ai l'impression de partager avec eux ce que moi je pense ou vis, ou la façon dont je vis le théâtre, et leur donner envie peut-être d'aller explorer une envie naissante, justement. Mais ce n'est pas des endroits où je place vraiment totalement mon processus de création. C'est vraiment pour moi, là, deux sujets dans notre table ronde qui, pour moi, dans ma façon de le vivre, sont très différents. Enfin, sont deux sujets différents. Merci beaucoup. Est-ce que le public a des questions, des remarques? Oui. Justement, je travaille avec Catherine Elicheva, donc je connais bien son travail. Et vous parlez tous les deux de manière très... Enfin, Emmaël sans parler de public empêché, mais de manière très claire, Mélène, de ce qu'on appelle les publics empêchés et de comment provoquer la rencontre. Je trouverais ça intéressant, par exemple, le travail mené dans les accueils du jour, où effectivement, pour des financeurs, il faut marquer le mot atelier, mais en vrai, il s'agit vraiment de provoquer la rencontre. Je trouvais ça intéressant, juste que tu témoignes synthétiquement sur le processus, justement, simplement de rencontre. Qu'est-ce qui se passe quand dans le 95, à Lozé, tu rencontres ces personnes? C'est en lien avec la création actuelle qui est autour des personnes âgées et de leurs accompagnants au sens large, c'est-à-dire les familles aidantes, mais aussi les professionnels, les aides à domicile. Et en ce moment, on est en résidence dans un centre d'accueil de jour dans le 95 à Sarcelles, où on mène des ateliers à la fois avec les familles, à la fois avec les personnes âgées, à la fois avec les professionnels. Et oui, en tout cas pour les personnes âgées, ce sont des personnes que je ne peux pas du tout faire se lever, qui ont un rapport au réel, puisqu'ils ont des troubles cognitifs assez avancés. Ils ont un rapport au réel qui est très particulier. Si je leur dis, tu te souviens, ce matin, on a été prendre un café, ils vont me dire, mais oui, bien sûr. Donc tout ce qui va se dire ou ce qui va se créer dans ce cadre d'atelier va être pour eux une réalité, et la distinction ne se fait plus, il n'y a plus de frontières en fait. Et donc le dispositif, c'est vraiment effectivement de créer un endroit de rencontre autour, alors toujours aussi avec un apport musical, avec un apport sensoriel, qui est pour moi hyper important, que partir vraiment du sensoriel pour créer de la matière textuelle aussi. Et donc, je ne sais pas quel témoignage je peux apporter de ça, mais en tout cas, effectivement, le dispositif est un dispositif de plus de rencontres que de pratiques théâtrales à proprement parler. Et à partir de ces rencontres, à partir de ce qui se dit, c'est pas un recueil de paroles, c'est pas exactement ça, c'est pas du tout ça même, mais on part d'un dispositif qui pourrait être un dispositif de recueil de paroles pour ensuite générer une écriture dramatique. Oui. D'autres questions, remarques? Alors moi j'en ai une. Pour rebondir tout à l'heure, parce que c'était intéressant, Stéphane, ce que vous disiez. Pour faire brièvement sur la naissance, nous, on a des gens très différents. On a des comédiens, comédiennes, déjà artistes,
très jeunes souvent. On a des professeurs, des écoles, et on a des gens, vraiment des étudiants qui ont fait licence 1, licence 2 de théâtre. Et je me posais la question sur, en fait, David parlait des réalités des ateliers. Effectivement, j'ai l'impression qu'il faut être forcément artiste si on veut créer après un spectacle, mais aussi il y a la réalité des ateliers où il n'y a pas forcément de restitution. Est-ce que pour vous, il y a, là aussi, il faut, et quand vous avez commencé, j'imagine, bon, avant d'être artiste, voilà, vous êtes bien arrivé un jour et vous étiez au début de votre parcours. Voilà. Est-ce qu'il y a forcément restitution, c'est ça? Oui, est-ce qu'il faut forcément, s'il n'y a pas, parce qu'il y a des ateliers où il n'y a pas restitution, donc est-ce qu'on a forcément besoin d'être artiste pour vous, enfin, quelle est votre idée? Oui. Ouais. Il faut, pour moi, oui. Stéphane, il faut allumer le micro et un bas. Pour moi, c'est une démarche artistique. Un bas. Parce que après, c'est mon point de vue, c'est mon positionnement moi, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas, après c'est lié à mon parcours, à mon identité, à ce qu'on développe avec notre compagnie, je ne considère pas avoir quelque chose à inculquer. Je ne suis pas professeur de théâtre. Et ça ne m'intéresse absolument pas de l'être. Je ne considère pas voilà, faire un travail de transmission. Souvent, régulièrement, soit les profs de français, soit même les jeunes, des fois, quand c'est des jeunes et les moins jeunes, veulent faire un petit travail de respiration ou un truc de diction, tout ça. Et généralement, je leur réponds par la négative. Et ceux qui veulent absolument faire ça, il faut qu'ils aillent ailleurs. Il faut qu'ils aillent faire du théâtre amateur ou autre chose. La question de la restitution et de la finalité, elle se pose à chaque fois et elle est assez passionnante. Pour moi, il faut qu'on crée quelque chose ensemble, que ce soit un podcast, un film ou simplement une perf d'une demi-heure. Il faut qu'on aille vers une création et c'est la condition qui fait qu'on est tous au même endroit, effectivement, de recherche, de rencontre et de création. C'est la raison pour laquelle je suis intrigué par ce qu'on peut enseigner à des gens pour faire des ateliers. Non, vas-y, allez-y. On a peu de temps. C'est à vous que je m'adresse, mais du coup, ça m'intéresse beaucoup ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans un endroit où vous allez rencontrer les gens sans avoir de méthode préétablie. Moi, j'en ai vraiment pas. Donc, j'arrive. Oui, c'est pas la même chose. Mais en fait, le savoir-faire, il se déploie en fonction de qui on rencontre. Oui, c'est ça. Et avec qui aussi on rencontre ces personnes-là. Et là, c'est vraiment important d'insister sur les services des relations publiques, sur les médiatrices. Souvent, ce sont des femmes de quartier, venant des théâtres ou pas, parce qu'il y a aussi des moments où on n'arrive pas à rencontrer les gens. Où il faut déjà savoir qui on va rencontrer et comment on peut rencontrer ces personnes-là. Si ce sont des personnes qui parlent à peine le français et qu'on nous a dit bah, ça va être super, vous allez faire un travail sur votre mémoire familiale, bon, il faut peut-être un traducteur, une traductrice, enfin, ou pas du tout. En fait, je n'en sais absolument rien. On arrive souvent à des endroits où c'est là où le processus devient créateur parce qu'on est à l'endroit des écritures du réel, effectivement, et on crée à partir et avec ça. Et on arrive aussi avec souvent un spectacle, une forme qui est dédiée, qui a été créée comme ça, à savoir à partir de rencontres et dans une écriture du réel. Donc, on arrive en tant qu'artiste, pour nous c'est important de dire voilà, c'est ça qu'on fabrique. Vous avez vu un spectacle, et maintenant on va fabriquer quelque chose ensemble, à cet endroit-là. Mais
Voilà, ça se fait avec des géométries très très variables. Des surprises. Voilà. Dernière question de Marco. Excusez-moi, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une observation parce que j'ai bien accueilli la provocation de Stéphane, parce que je pense qu'elle est fructueuse de se demander est-ce que ça vaut la peine encore de faire cette formation. Et je remercie Emma d'avoir précisé que notre formation est une formation polymorphe dès son départ, parce qu'on veille à ce que notre groupe soit le plus hétérogène possible. Parce que comme je suis j'ai été toujours persuadé que le théâtre n'existe pas, mais il y a beaucoup de théâtres différents et que plusieurs formes de théâtre sont légitimes. De la même manière, je pense qu'il y a 1000 manières de faire un atelier, selon le public, selon le contexte. Je pense que c'est tout à fait légitime aussi de faire un atelier pour le pur plaisir, pour des personnes, jeunes ou pas jeunes, empêchées ou pas empêchées. Je suis d'accord avec toi, empêchées de quoi? De faire du théâtre, et que là aussi il y a de la place pour faire des ateliers. L'important c'est que, comme plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, que ce soit un lieu de rencontre, que ce soit un lieu sécurisé. C'est ça les deux éléments fondamentaux. Et donc, je comprends tout à fait ce que tu dis, et on est très inquiet de ce qui nous attend. Mais bon, moi je suis italien, et je sais ce que ça veut dire les coupes. J'ai connu ça depuis Berlusconi, donc depuis 20-25 ans. Non, 30 non. 40. Non, 30. Il est arrivé au pouvoir en 1994, donc ça fait 30 ans. Et pourtant, on existe. Et il faut se battre. Et il y a encore de la place. Les Français ne se rendent pas compte de l'Eldorado qui est la France de ce point de vue-là. Vous avez vu combien d'Italiens. En Allemagne, c'est autre chose, évidemment, c'est pas la même chose, mais il y a plein de personnes qui viennent de plein de pays européens, parce qu'ici, il y a de la place. Parce qu'ici, on peut dire je suis artiste. En Italie, si tu dis je suis musicien, acteur, on te demande ah, intéressant, qu'est-ce que tu fais à côté? De plus en plus. Eh bien, il faut se battre. Bon, voilà ce que je voulais dire. On est pris par le temps, malheureusement. On est pris par le temps. Merci pour tous vos partages, pour le débat d'idées, c'était très intéressant. Et puis on peut continuer autour du café après. La prochaine table ronde, elle est à dans 10 minutes. Voilà, on pose café. Merci beaucoup.